Dernière personne de la journée, et on la remercie infiniment d'avoir accepté cette tranche horaire difficile. Madame Sophie Penne. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Donc, le titre qui a été donné par les commissaires de cet événement à mon intervention comprend le mot métamorphose. Un mot audacieux parce que quand on parle de ça, on hésite toujours. On dit transformation, transition, métamorphose, et il y a plein de façons de dire que rien ne va. Métamorphose, je pense que dans un processus phylogénétique, c'est une mue, soit par la croissance, soit par une adaptation à l'environnement qui est très très forte et dans laquelle la première apparence ne se reconnaît plus dans l'apparence nouvelle. C'est aussi dans la mythologie ce qui arrive à un humain quand il est arrivé trop près des dieux, quand il s'est trop mêlé des affaires des dieux, comme chez Ovide. Pour nous, si on parle de métamorphose digitale par rapport aux universités, on voit bien que nous sommes en train de vivre de violents changements d'environnement. Le changement ne vient pas de chez nous, il vient du dehors. Nous ne sommes plus les maîtres de l'agenda. Nous vivons des désintermédiations, des disruptions. Des gens dehors inventent notre métier autrement, que ça nous plaise ou non, et ça semble plaire à beaucoup d'étudiants. Tout ça est très rapide. Les intervenants qui m'ont précédé l'ont bien montré. François parlait de l'intelligence artificielle ou de la réalité virtuelle. Il y a 18 mois, personne ne pensait que ces sujets latents allaient devenir aussi cruciaux pour notre activité. Qui s'occupe de cette métamorphose à l'intérieur de nos établissements? Beaucoup de gens, au niveau de l'administration centrale, à l'intérieur de la DGCIP, il y a la MIPNES qui fait ce travail de mise en réseau, de veille, de proposition, de stimulation des projets. J'ai fait un très petit inventaire, je suis sûre qu'il est tout à fait incomplet. Il y a les ZAN, bien sûr, qu'on a entendu tout à l'heure. Il y a les associations professionnelles, les bibliothécaires, des réseaux de formation continue, les DSI, la jeune association des vice-présidents numériques, l'incroyable réseau constitué par les IDEFI. On l'a vu au dernier événement, je ne sais plus quand c'était, en mars ou en mai dernier, ce fantastique événement où on a vu comment les IDEFI, malgré les questions de scalabilité que pose ce type de projet qui tendent à tribaliser comme ça des ressources, mis ensemble, on voit le potentiel d'innovateurs et d'innovation qui sont ainsi réunis. Et puis bien sûr les villes, les collectivités, tous les écosystèmes bruissants qui environnent l'université et qui font de nos établissements, de nos sites, des écosystèmes complètement ouverts. Mais évidemment, tout ça ne fait pas une politique numérique. Tout ça ne fait pas une politique numérique, non pas évidemment que le but soit de transformer les enseignements par le numérique, la question n'est pas là. La question, c'est le rôle du savoir et des universités dans une société où la question du savoir, de l'information, des données est totalement rebattue par le numérique. C'est là qu'est la question. Il s'agit évidemment, bien entendu, autant le redire, non pas d'un dossier parmi d'autres concernant essentiellement les infrastructures ou l'enseignement multimédia, mais d'un problème bien plus radical qui touche à nos façons d'apprendre et à ce que François appelle tout le temps l'apprendre à apprendre. Alors, les problèmes essentiels, très rapidement dans le contexte où on est, je dirais la question de la scalabilité et des poches d'innovation extrêmement toniques, extrêmement vivantes, qui remplissent des vies, mais qui ne transforment pas les établissements. La sectorisation des réseaux professionnels, on continue à agir par dossier. Les bibliothécaires vont œuvrer pour tel standard, les DSI vont œuvrer pour tel type d'infrastructure, etc., etc. Les gens des data vont œuvrer pour les data. Alors que justement, ce qu'on sait bien dans la transformation numérique, c'est que ce sont les réseaux sociaux qui viennent bouleverser les infrastructures. C'est que c'est de l'extérieur que les choses agissent. Et ça, nos métiers, nos secteurs, nos rôles, nos territoires, nos modes de travail, il faut l'avouer, parce que nous sommes quand même des organisations qui réussissent le paradoxe le plus tragique qui soit, d'être totalement verticales et sans aucun pouvoir. C'est-à-dire on a des organisations verticales sans autorité et où, évidemment, on est face à une société qui, vrai ou faux, est devenue profondément bottom-up et où l'innovation ascendante est beaucoup plus intéressante dans les processus de disruption que nos verticalisations. Et nos façons de travailler, même si elles nous semblent très vivantes quand on est rassemblés ici, vous voyez, nous sommes tous en dehors, nous ne sommes pas chez nous. Quand nous sommes chez nous, nous avons nos rôles, ça passe par les conseils, c'est voté, ça redescend. Une responsable de formation continue me disait qu'elle avait 33 opérations informatiques remontées, descendre, remonter pour inscrire un étudiant de formation continue. Donc,
on est paradoxalement, le numérique tel qu'on le vit en ce moment a renforcé les procédures, a renforcé aussi les tribus. Quand je parlais des IDFI, il y a des tas de gens dans les universités, des tas de groupes qui sont devenus des escouades, qui captent des ressources et qui se transforment en allant vers les appels à projets et autres, dans une économie dont on sait à quel point elle est destructrice et peu transformatrice au final. Alors, comment sortir de ça? On est donc face à une menace importante. D'abord, on n'est pas dans le bon agenda, ce ne sont pas les contrats quadriennaux, ce ne sont pas les appels à projets qui rythment la réalité de notre transformation, qui pour le moment est actionnée du dehors. Il y a aussi dans nos métiers un collapsus entre deux cœurs de métiers fondamentaux qui sont la transmission des savoirs et ces métamorphoses. Et puis, et ça, il y a tout un tas de gens parmi nous qui s'occupent de ça avec passion. Et puis, l'autre métier, c'est celui de la gestion des flux, que vous avez brillamment évoqué avec cette question des data. Et ces deux métiers-là entrent en quelque sorte en compétition, et les flux très importants qu'on gère et tous les moyens qui sont sollicités autour de ça. Donc, d'une certaine façon, ni l'administration, ni les professeurs, ni les bibliothécaires, ni les DSI ne sont organisés autour d'une vraie stratégie numérique. Quand LinkedIn décide de capter nos données et nos réseaux d'alumni, il ne nous demande pas notre avis. Quand Gmail, Dropbox et Facebook deviennent notre SI pédagogique, nous faisons comme si nous ne le remarquions pas. Quand dans nos amphis, un étudiant lit un cours de Stanford pendant que nous parlons, histoire de voir, ce n'est pas bien méchant, mais quand même, ce n'est pas nous qui en décidons. Alors, le CNUM a été sollicité par Thierry Mandon pour donner une vue effectivement de l'extérieur, puisque c'est ça aussi le sujet, qui sont de l'extérieur les gens qui regardent ce qui se passe dans l'ESR. Et la question de Thierry Mandon était vraiment très intéressante, puisque sa conviction, c'était que, enfin, le mot d'entrée qu'il avait eu, c'était la question de la pédagogie. Non pas que tout à coup, il s'intéresse plus que ça aux SP, j'imagine, mais plutôt parce que la pédagogie, c'est là que se joue la relation, c'est là que se joue le face-à-face entre des professeurs et des étudiants. Et c'est là que le cœur de valeur, comme vous le savez, dans la transformation numérique se joue. Donc c'est bien la classe, le vrai foyer de l'innovation ascendante, parce que c'est là que sont les usages, c'est là qu'est la création de valeur, la création de savoir et la création de relations. Et il nous a demandé de regarder la transformation numérique en cours à partir de la scène de l'échange direct entre les étudiants en peer-to-peer et entre les étudiants et les professeurs. Et ce qui nous est apparu, c'est que, justement, je ne reprends pas ce que j'ai dit avant sur cette question des sectorisations, mais que les modalités de travail, les modalités de la transformation étaient plus des modalités administratives que des modalités créatives. Et un de nos efforts, ça a été de regarder comment, avec des méthodes que nous connaissons tous et que nous pratiquons de loin en loin, les méthodes du design et les méthodes de la facilitation et de l'introduction de la créativité dans les groupes de travail, on pouvait modifier les rapports de place, les rapports de force, les rapports de rôle, qui font que chacun de nous se sent toujours plus intelligent que les autres quand il est dans un groupe à l'université et réfrène tout le temps sa façon de parler, sa façon d'inventer, sa façon d'imaginer pour ne pas entailler l'équilibre du groupe. Et on se rend compte qu'avec les méthodes que nous utilisons en ce moment, avec l'administration et avec les établissements, c'est le contraire. Quand on arrive à créer une harmonie entre les gens, au contraire, c'est le groupe, c'est l'intelligence collective qui va plus loin que chacun des individus. Donc, pour Thierry Mandon, c'est une évidence, lui-même qui éclaire, dit-il, son ministère en invitant des chercheurs et des acteurs de l'extérieur, il est évident que la transformation qu'il attend, il la voit du dehors et avec ce brassage, avec ces facilitations. Nous avons proposé de co-construire avec les différents acteurs que j'ai évoqués un référentiel. Alors ça a l'air idiot, on se dit référentiel, voilà une norme de plus, voilà un tableau de plus. Non, en fait, nous nous sommes rendus compte que personne n'avait jamais fait la description dynamique de l'ensemble des processus engagés. Et donc nous avons entamé la description sous forme d'un référentiel, sous forme de liste d'items, en partant de 5 points politiques, la politique des lieux, la politique des contenus, la politique de la recherche, la politique ou la nécessité de trouver une politique autour de la création de valeur. Que crée comme valeur l'université? Qui ose parmi nous l'assumer dans la société, dans toute la plénitude de nos intuitions? Et nous pensons que les universités devraient être infiniment plus visibles en tant qu'elles sont des forges de savoir, des forges où se travaille, où se réfléchit dans la relation entre la pédagogie et la recherche les formes de société à venir. Nous pensons que ce rôle n'est pas assez fort, n'est pas assez assumé par les acteurs des universités eux-mêmes. Politique des lieux, politique des contenus, politique de la recherche, politique de création de valeur, et bien sûr, tout ça vient se cogner sur la question du design des services dans l'université, ce que j'appelle service, c'est-à-dire comment
justement sont fabriquées les interfaces, comment sont conçus à partir des usages ou pas le design des services numériques qui s'appelle en ce moment système d'information. Donc nous avons travaillé sur ces questions-là et nous sommes en train d'y travailler avec l'idée que la mission universitaire autour de l'open knowledge, de l'open data, de l'open access, de l'open science et de l'open society et de la mission des universités d'inclusion aussi maintenant par le numérique devait être complètement renforcée et que chacun d'entre nous devrait être encore beaucoup plus fier d'être à l'université. Parce que au moment où les entreprises se débattent avec leur propre transformation, où tous les acteurs des entreprises sont pleins d'angoisse face à la transformation des métiers, à une société qui exclut, à une société qui met la bagarre entre les outsiders et insiders, etc., etc., l'université devrait éclairer les débats et être encore plus présente, y compris dans la transformation numérique. De ce fait, nous avons par exemple, je donne un exemple qui me vient là quand j'ai pensé quand François parlait, à Paris Descartes, le laboratoire Illumins, laboratoire spécialisé dans la simulation médicale qu'Albert Claude connaît bien. Que se passe-t-il? Eh bien, finalement, à force d'être... Que se passe-t-il? Ce laboratoire produit une pédagogie médicale nouvelle en travaillant sur toutes les formes, à partir des formes traditionnelles de la simulation dans l'enseignement, en allant au plus loin, bien sûr, vers le serious game, vers la réalité virtuelle, vers l'intelligence artificielle. Que se passe-t-il? Ils font tout ça à partir de la modélisation des savoirs des médecins. Du dehors, les entreprises disent « nous aussi on veut en être » et considèrent l'université comme un living lab. Les rôles sont très différents. Il ne s'agit plus d'entreprises partenaires avec lesquelles on passe des contrats de prestation. C'est les entreprises qui veulent venir discuter inside avec les chercheurs parce que c'est là qu'est la très forte valeur ajoutée si on veut que la France se développe dans une économie de la réalité virtuelle ou des data. Donc vous voyez, nos universités peuvent accueillir les entreprises et devenir des centres où cette transformation de la société et des industries par le savoir, par les données, par l'information peuvent être vues et comprises par les acteurs externes que sont les entreprises parce que nous sommes profondément des living labs. Alors notre dernière proposition, notre 6e proposition au CNUM, c'est une proposition sujette à controverse. Nous avons proposé de réfléchir à l'opportunité, vous voyez comme je suis prudente, de la création de fonctions de Chief Digital Officer, c'est-à-dire de gens qui, en ce moment, nous avons travaillé sur l'analogie des entreprises. Alors, pour la francophonie, ça me paraîtrait... Alors en français, tu dis CDO. Les gens qui assument dans les entreprises un rôle de médiation, de facilitation, d'animation et de pilotage stratégique de la métamorphose numérique. Voilà. CDO. Transformateur, connecteur, animateur. Alors, évidemment, donc nous avons travaillé, nous avons fait une campagne d'interview avec les responsables dans les grandes compagnies comme les compagnies de transport, les banques, les compagnies de télécommunications, pour avoir une vue assez complète de ce que nous racontaient ces gens sur ce qu'ils vivaient. Parce que, en termes de grandes organisations, ils ne sont pas très, très différents de nous, hein, malgré le sacrilège que représente l'analogie. En fait, ce que nous avons, ils nous disent la même chose que ce que nous vivons, hein, qui sont dans des environnements où la procédure est terriblement prégnante alors qu'on cherche autre chose, que les cœurs de métier sont devenus extraordinairement fragiles parce que tout se passe au dehors, là où la relation numérique se joue, hein, et que sur des questions comme l'hébergement des données, l'individualisation de la relation, dans notre cas, l'adaptive learning, les économies de la recommandation et de la contribution, c'est à l'extérieur des universités ou des grandes organisations que l'innovation se fait. Et ils nous disent aussi que, en revanche, ceux qui est à eux sont assez fascinés par les modèles universitaires en nous disant qu'autour de la formation par la recherche, on est profondément au cœur du sujet, puisque la formation par la recherche, hein, expression très employée au CRI, mais qui concerne de plus en plus d'universités, très profondément, on voit bien qu'il y a un effet du numérique dans l'accélération, la densification, l'intensité et la plasticité qui fait que les étudiants vont bien plus vite qu'avant vers la recherche, vers les expériences très variées de l'entrepreneuriat, du business ou de l'engagement non-profit et de la créativité. Et donc, à des moments où justement des initiatives civic tech, OpenGov se situent à l'extérieur des universités,
Ce que nous disent les CDO, c'est que 50% de leur métier est au dehors. Donc je crois que il y a cette façon que peut avoir l'université d'être à la fois un modèle, un lieu d'accueil, un carrefour, et en même temps d'inviter beaucoup plus des gens de l'extérieur à travailler avec elle. Alors, ce que nous avons vu sur ces métiers, c'est que ce sont des gens qui ont une très grande autorité, ils sont rattachés directement à leur président, ils ont un budget, ils avancent à des rythmes très rapides, ils sont sur des séquences de 6 mois, l'agenda change tout le temps, donc ils ne font pas des très grands projets, ils font des démonstrations, des proof of concept tout le temps, et jusqu'à la scalabilité, et ils sont exactement ce que nous faisons nous, sauf que nous ne le faisons pas dans une stratégie si concertée que cela. Ils ont une culture de la création, une culture du design, une culture de la facilitation, et notre conviction, c'est que ces questions-là devraient être explicitées de façon beaucoup plus nette par nos universités, et qu'à ce prix, la métamorphose numérique de l'université est aussi la garantie d'une métamorphose de nos sociétés, où le numérique, qui peut être à la fois le modèle de la désaffection, de la virtualisation sans contrôle ou de l'automatisation, peuvent devenir, pour nos sociétés, des modèles d'inclusion, de carrefour de vie, de créativité et de transformation des modèles sociaux par une recherche qui diffuse beaucoup mieux dans la société. Juste une question pour... c'est quoi cet OVNI, là, le CDO? Il est recruté comment? Sur quels critères? Il y en a beaucoup, ils sont fréquents, ils sont vraiment infaillibles. Comment on les juge? Comment on les paye? Comment leur autorité est-elle reconnue? Est-ce qu'ils foutent un bordel sans nom dans l'organisation, ou est-ce que c'est quelque chose qui va être gérable par des systèmes administratifs qui ne sont pas habitués à entendre la loi venant de quelqu'un qui est un ovni? Alors, par exemple, à la SNCF, c'est porté par les filiales, c'est hors statut, et c'est raccroché directement à Guillaume Pépi, par exemple, pour prendre un exemple. Alors non, pas de bordel. Il y en a un seul par site, par grande boîte, quoi. Après, ça génère tout un tas de... Alors, ça se marque comment? Exactement comme nous. Nouveaux lieux, Fab Lab, lieux d'expérimentation, expérience, nouveau design, nouvelles méthodes de travail, nouvelles relations avec l'extérieur, politique d'événements, politique de hackathon, comme nous, travail par les marges. Les profils, dans les entreprises, ils peuvent venir du marketing, de l'informatique, peu importe. C'est des gens qui connaissent bien, qui ont une forte culture de l'intérieur. Et chez nous, ça pourrait être qui? Ça pourrait être des DSI, ça pourrait être des VP NUM, ça pourrait être de nouvelles personnes, ça pourrait être d'une certaine façon des responsables de formation continue, etc. Peu importe. Mais ça devrait être consenti et construit dans une véritable stratégie. On a des amis d'Orange qui sont là. Est-ce que vous avez des CDO dans votre... Bien sûr, bien sûr. Et comment ils fonctionnent? C'est assez passionnant. Bonjour, Patrice Abolin d'Orange. Il y a le Orange, donc on a un CDO. Le CDO d'Orange est rattaché à la direction RH chez nous, parce que la transformation digitale, ça a été dit, et je préfère le dire aussi, c'est que tout simplement, c'est l'humain. Donc même chez Orange, le digital, c'est d'abord l'humain. Donc c'est aussi pour ça que ça a été porté par la DRH. La transformation, alors, pour être en contact avec pas mal de CDO, je pense à la CDO notamment de Pôle emploi, puisqu'effectivement, elle est rattachée aussi. Et Pôle emploi, je fais le lien parce que tout simplement, on est en train de travailler aussi pour les emplois de demain. Ça a été abordé tout à l'heure. La CDO est très nouvelle. Elle connaît la structure. Donc, elle vient en fait d'une direction régionale de Pôle emploi. Donc, elle connaît l'organisation. Elle est rattachée à la direction générale. Et elle est effectivement, je dirais, l'animatrice d'une équipe de 5 personnes qui secoue un peu le cocotier, entre guillemets, donne des impulsions et fait ce que tu as dit. C'est des pilotes. Parce qu'il faut faire par petites touches. Et c'est comme ça qu'est né Emploi Store, aujourd'hui, que vous voyez. Sur la partie, effectivement, chez Auchan, par exemple, la CDO, et c'est aussi une CDO, est rattachée directement, en fait, à la direction commerciale, par exemple. Donc, vous voyez, il y a tous les cas de figure, mais c'est des gens qui animent un peu et souvent sont rattachés à la direction générale pour revoir et refont un peu de la transformation par petites touches. Tout à fait cohérente avec elle-même, c'est ce qu'elle a fait dans son laboratoire de recherche, c'est absolument passionnant. Mais bon, quelle est la transposabilité à des universités moins prestigieuses? Voilà, comment est-ce que vous pouvez convaincre
Parce que là, dans ce que vous exposez, ça paraît quand même un peu fou. Évidemment, c'est l'université, le lieu du vivre ensemble, c'est magnifique, c'est génial, tout le monde veut y croire, mais concrètement, voilà, comment vous avez fait? Ah, moi, j'ai pas l'impression de faire de la science-fiction. J'ai l'impression d'être le porte-parole de tout le monde ici. Non, enfin, j'ai l'impression que c'est bien ça qu'on partage. Hein. Vous vouliez... Oui, non, je voudrais rebondir un petit peu sur ta remarque générale pour la poser de façon un peu plus particulière. Vous parlez de l'unicité de la personne, puisque en général vous dites c'est une dame ou une personne face à un environnement qui est collectif. Vous évoquez insider, outsider en disant faisons rentrer les boîtes dans les universités, mais à ce moment-là vous retrouvez la logique des murs. Enfin, en fait, je ne sais pas, c'est une question que je pose, mais... Alors, une des grandes leçons de nos expériences diverses, hein, ce qu'on vit tous en ce moment dans les universités, c'est que plus on a travaillé en virtuel, plus on a eu besoin d'être ensemble. Et en fait, nos universités ne seront peut-être plus bientôt des lieux vraiment de cours, mais des lieux de co-travail, c'est sûr. On voit bien dans les expériences de pédagogie de terrain, de pédagogie hors les murs, où on voit des profs qui embarquent des réseaux d'étudiants qui se mettent à travailler en sciences participatives, en vivant une expérience en sciences humaines. Je pense à un exemple là d'une prof qui a, avec un très petit budget, emmené ses étudiants à Berlin pour une étude de terrain sur le genre, une autre qui a construit, etc. Donc les exemples pullulent et je pense qu'il y a une proximité bien plus grande qu'avant et que la grande clé de tout ça, pour nous tous, je pense, c'est faire confiance aux étudiants. C'est l'étudiant c'est la communauté des étudiants qui pilote les universités, mais